Ce quartier a été inondé à 300 mètres. Et 2 jours plus tard, le quartier est inondé. L'espace que vous voyez, c'était l'espace auquel les illettrés sont réfugiés. Et en ce moment, vous voyez, l'espace est vide, tout est inondé. Alors, ces gens, ils savent quoi faire, ils sont là tout autour du goudron. Donc aujourd'hui, je suis venu en appui assistance sociale pour mon grand frère pour l'évacuer au centre-ville là-bas. Donc là-bas, nous avons trouvé une maison à laquelle nous comptons vraiment déménager. N'Djamena, la capitale tchadienne, est située aux confins ouest du pays, au confluent du fleuve Chari et du Logone. Bien qu'excentrée, la capitale N'Djamena est le principal nœud de communication du Tchad. Elle est divisée en 10 arrondissements municipaux et 64 quartiers. Depuis le début du mois d'août 2022, la capitale tchadienne est frappée par la montée des eaux fluviales qui à l'origine des inondations dans plusieurs quartiers. Cependant, les quartiers les plus touchés par ce phénomène se trouvent dans le 1er, 10e et surtout le 9e arrondissement, de par leur proximité avec le fleuve Chari. Un phénomène dû au changement climatique, mais aussi à la non-maîtrise de l'urbanisation de la ville. Tous les phénomènes météorologiques, ce sont des phénomènes naturels dont l'intensité varie selon la région, selon le moment et parfois selon les émissions que le monde émet, c'est-à-dire quand on émet beaucoup dans l'atmosphère, c'est-à-dire la température du globe terrestre va augmenter. Une fois que la température augmente, ça veut dire que surtout les pays du Sahel vont avoir des précipitations intenses selon les projections jusqu'à 2050. Donc, quand on essaie de parler des inondations de cette année, d'abord, au début, il y a eu les inondations que vous avez vécues en N'Djamena. Ce sont des inondations qui ont conduit pluviales. Ce sont les résultats directs de la quantité de pluie tombée pendant cette période. Et donc, cette année, on avait déjà prévu, juste au mois de mai, avant la saison pluvieuse, que cette année sera une année excédentaire. Donc, on va recevoir des quantités de pluie excédentaires. Et ce qui s'est réalisé, presque toutes les villes, la majorité des villes du Tchad ont reçu des quantités excédentaires de pluie, ce qui a provoqué les inondations fluviales qu'on dit, c'est-à-dire bien avant comment on appelle ça, la remontée des cris que ces derniers moments la capitale N'Djamena est en train d'expérimenter. Partout ailleurs, un aménagement doit se faire. On viabilise le site, on aménage avant que les gens viennent. Et étant donné qu'ils sont en quête d'espace, on leur octroie certains, d'autres ils ont occupé. Et quand on octroie seulement avec des bornes sans viabilisation, c'est les conséquences. On a occupé le lit du fleuve, une partie qui est censée, une grande partie de zone agricole. Si on veut les rendre viabilisés, on veut les rendre habitables, on doit remplir les conditions. Malheureusement, on n'a pas rempli ces conditions et on se retrouve avec des digues en terre. Tout est provisoire et avec le provisoire, on ne peut pas faire une ville. Ces populations, il y a 2 éléments très importants. C'est qu'une zone non aedificandi, une zone non constructible et une zone, il ne faut pas l'occuper. Malgré les efforts de la population à barricader le passage des eaux, cette situation s'accentue du jour au lendemain car l'eau a pris possession des rues et habitations. Nous sommes au quartier Toukra, dans le 9e arrondissement, d'où plusieurs familles sont obligées de quitter leur habitation. L'eau là, c'est avec une haute pression. Là, vous voyez, là, c'est un truc d'hier seulement. Et maintenant, c'est plein. Juste, vous avez vu, vous continuez, vous entendez voir. C'est de grandes voies. Rue de 15, rue de 20 et plein d'eau. Donc, je ne sais quoi dire. On est tellement inondé, on ne sait où aller. Donc, je suis en train de vous amener jusque chez moi. Vous allez voir là où j'ai quand même mis un peu de digues pour préserver quand même la maison.
l'eau a envahi déjà, il y a des maisons qui s'écroulent. Et quand la maison s'écroule déjà, il y a toujours des fissures. Et c'est sur ces fissures-là que vous avez vu l'eau là commence à jaillir. Et on est obligé d'aller là-bas, demain même là, ça ne tient pas. Donc on est obligé de faire sortir les effets. Pour ne pas que la maison tombe sur les effets ou sur les enfants. On est obligé de mettre les effets chez les gens. Les femmes et les enfants, on est venu quand même rester dans la cour pour voir la situation. Parce qu'on ne peut pas aller ailleurs. Même chez les familles. Aujourd'hui, moi j'ai des familles à Walia et Walia est dans l'eau. J'ai des familles à Ngeli, Ngeli est dans l'eau. Mais c'est l'eau où aller. Donc c'est une débandade totale. Situation alarmante. Des familles se trouvent dans l'eau et parfois au bord de la rue. Face à cette crise, le gouvernement agit avec promptitude. Le président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général Mamadi Déby Itno, a fait une descente sur les zones inondées et au site des sinistrés afin d'apporter une réponse à cette catastrophe naturelle. Un état d'urgence est signalé. Le gouvernement a fait un effort en construisant une digue tout au long du fleuve Chari et le Gol. On pensait que cette digue allait tenir si longtemps. Et même s'il devrait avoir une inondation dans certains quartiers, avec les terres que nous avons déposées ça et là, les matériels que nous avons déployés sur le terrain, surtout les matériels lourds tels que les coquins, les poclins, les pelles chargeuses, des voies de terre, et à certains endroits il fallait mettre également des sacs de jute. Nous, au niveau de la mairie, le matériel que nous détenons sont limités, donc nous ne pouvons pas faire face à toute la situation, de Gazi jusqu'à Mélézé. Nous avons pu faire ce que nous pouvons faire. Nos agents ont fait ce qu'ils peuvent faire. C'est pour cela que nous avons mis très tôt une commission, un comité technique de lutte contre les inondations, dont moi-même je préside. Mais nous avons également pensé à mettre en place une sous-commission technique composée que des ingénieurs, qui ont au moins une idée sur comment travailler pour au moins contenir les eaux. Et certains quartiers de notre ville ont été totalement inondés jusqu'à ce que la population puisse être déplacée. Nous sommes obligés d'aménager des sites pour accueillir tout ce monde. Et vous avez eu à le constater, les plus hautes autorités, le gouvernement, tout le monde s'est mobilisé, les partenaires se sont mobilisés pour venir au secours de nos concitoyens. Vous avez constaté aussi que dans la ville, également ici dans la ville, dans les quartiers même bitumés, l'eau est arrivée jusqu'au bassin des Clémates. Malgré que nous avons installé des bâtards d'eau, nous avons installé des sacs de jute, puisque le niveau d'eau a augmenté, l'eau a pu quand même déborder, au moins casser tout ce que nous avons installé pour aller vers le bassin des Clémates. Mais nos techniciens courageux qui sont ont repris les travaux pour installer des motopompes. À l'heure où nous parlons, nous avons ici à la station, juste à côté de la présidence, 3 motopompes qui sont en train de travailler, pomper l'eau de ce bassin 24 heures sur 24 heures. Tout comme au niveau du marché à Mille, vous avez certainement constaté que l'eau est sortie jusqu'au marché à Mille. Et cette eau-là est sortie d'où? Parce que l'eau suit toujours son passage naturel. Et nous avons une station au niveau de Sabangali. Nous avons installé des bâtards d'eau avec des sacs de jute pour protéger, puisque quand le niveau du fleuve augmente, donc l'eau est obligée de revenir encore en ville. Comme N'Djamena est une ville qui est dans un creux, donc l'eau revient en ville. Le gouvernement aussi s'est préparé en conséquence. C'est pour cette raison qu'ils ont mis en place un comité technique
qui est présidé par des ministres. Donc il y a l'aspect inondation et également l'aspect social, surtout l'aide aux sinistrés. Donc les dispositions ont été prises là où nous avons aménagé pour que les sinistrés puissent se déplacer. Vous avez eu également à le constater, le gouvernement a apporté des vivres et de non-vivres à ces concitoyens qui ont perdu leur habitation. Tout comme les partenaires de notre pays sont aussi sur le terrain. Ils apportent également des vivres et de non-vivres. Et même les soins, ils sont sur le terrain. C'est une situation qui ne laisse personne indifférente. Les ONG, les humanitaires, les personnes et organisations de bonne volonté viennent au secours de la population concernée. Le génie militaire déploie une équipe multisectorielle sur le terrain. Un soutien énorme pour faire face aux inondations. Les jeunes ne sont pas du reste, ils apportent leur appui afin de protéger les habitants de leur quartier. Nous avons commencé avec la digue de Digangali, qui malheureusement n'a pas cédé à ce niveau, c'est plutôt à Sokolo que ça a cédé. Et de l'autre côté, à Djanga, les gens ont assez travaillé et malheureusement ça a également cédé. Et de l'autre côté, juste derrière, c'est le fleuve et cette eau est sortie de l'autre côté. Et celui-là, si seulement les gens ne barraient pas cette vue, c'est très sûr que ça allait également prendre tout le reste du quartier. Mais c'est l'effort de la population qui a fait à ce que le travail soit fait. Et nous voulons signaler ici que c'est à travers la direction de la solidarité que nous avons pu avoir plus de 50 000 sacs qui ont été mis à notre disposition par le programme alimentaire mondial, le PAM. Tous ces sacs que vous voyez au niveau au 9e arrondissement ont été fournis par le PAM à travers la direction de la solidarité. Ces matériaux, en tout cas équipements également, nous ont permis à donner à la population de la terre et à certains, on a mis de terre, même quelquefois acheté avec notre argent pour leur permettre de prendre soin en tout cas des digues qui sont déjà confectionnés. Partout où vous faites des tours dans les quartiers, il n'y a que des digues ici comme ce que vous voyez là par la population. Et c'est cet effort qui a fait qu'à ce jour, qu'il y a encore des quartiers dans le 9e arrondissement qui ne sont pas encore inondés. Des maisons écroulées, dégâts matériels, conséquences sur l'éducation, l'économie, le maraîchage, risque d'insécurité alimentaire, la population est exposée aussi à des maladies dues au phénomène d'inondation. Ces eaux qui ont débordé, qui viennent de partout, qui ont ramassé des bactéries, des champignons, des virus, peuvent constituer un réel problème de santé pour ces populations. Maintenant, nous avons aussi, comme tout Tchadien, nous avons des latrines chez nous. Et ces latrines-là peuvent, quand l'eau déborde, peuvent reverser leur contenu à la surface de la terre. Si vous parlez, par exemple, des latrines qui déversent leur contenu sur la superficie de la terre, on peut parler de choléra en premier lieu. L'homme est un porteur de ce vibrion choléré, qui est une bactérie, et à son tour peut infecter à d'autres personnes qui sont peut-être vulnérables et qui peuvent présenter la maladie et perdre la vie en 24 heures. À cela s'ajoute la fièvre typhoïde qui est aussi avec nous tous les jours. La bactérie se transmet de l'homme d'une manière fécale-orale. Et puis, nous avons un réel problème avec ces fièvres typhoïdes au niveau de nos urgences-là. Maintenant, ces eaux qui peuvent aussi constituer des albergues, soi-disant abriter des moustiques. Par exemple, les Aedes aegypti, qui peuvent occasionner des maladies, qui peuvent véhiculer des maladies, des virus notamment, le dengue, le chikungunya, le zika, qui sont des maladies vraiment très sérieuses. Et comme vous savez, les virus n'ont pas des traitements efficaces et qui peuvent, sans intervention sanitaire, sans intervention médicale, constituer un réel problème et décimer en grand nombre les populations vulnérables. Au Tchad, les inondations surviennent par le débordement occasionnel des cours d'eau ou lors des grandes crues des fleuves permanents, Chari, Logone, qui inondent durant plusieurs semaines ou plusieurs mois cette zone marécageuse. C'est pourquoi mieux vaut prévenir que guérir, dit-on. La réflexion devrait être jetée pour les années prochaines
il faudrait qu'on réfléchisse, que les techniciens des différents ministères puissent réfléchir, parce que ça dépasse la capacité de la mairie. Nous ne pouvons pas faire des investissements lourds comme ça sur le fonds de la mairie. C'est des investissements qui coûtent très cher. Et même, ça doit même coûter très cher au gouvernement. Donc, il faut un appui supplémentaire des partenaires qui ont également vécu cette situation, parce qu'à chaque fois où nous nous déplaçons d'un arrondissement à un autre arrondissement, nous avons vu tels que les partenaires comme l'AFD, nous avons vu comme d'autres partenaires à caractère humanitaire, ils ont tout constaté, ils ont vu la quantité qui sort de la terre, qui sort du fleuve. Donc, je crois qu'ils sont témoins, ils pourront certainement accompagner le gouvernement afin de faire des travaux à caractère durable. Et la protection ne doit pas se faire seulement à quelques mètres ici. Ça doit commencer de Cléssim là-bas, jusqu'à derrière, je ne sais pas, Karkandjiri. Si cette berge n'est pas vraiment protégée comme il le faut, nous allons année par année gérer des situations pareilles. Pour moi, en termes de plaidoyer au niveau de la population, on le veut ou pas, chaque année, la population va continuer à avoir une démographie galopante en milieu urbain. Donc en ville, en prenant l'exemple de N'Djamena, les gens vont continuer à être nombreux. Mais qu'est-ce qu'on planifie pour accueillir ces gens? Il faut qu'on prépare. On se prépare. Et qui se prépare? C'est d'abord l'autorité en charge de la ville, l'autorité centrale, l'autorité administrative, et au plus haut niveau qu'on nous projette la vision. Mais le plus important dans tout ça, il ne faut pas que ça se répète l'année prochaine. Si ça se répète, on sera prêt pour vraiment affronter la nature, pour répondre à cette nature-là. Et c'est possible. C'est comme ça que j'ai dit partout ailleurs, les gens planifient, anticipent, et ils se projettent, et ils travaillent professionnellement, et ainsi on peut avancer. La population doit appliquer les mesures préventives afin d'éviter les maladies. Ces mesures-là sont toutefois de se laver les mains, de laver les ustensiles, tout ce qu'on utilise pour manger et tout ce qu'on mange, il faut bien le laver avant la cuisson. Et ceci a été plus ou moins dans ces lieux de sinistrés éclairci à tout un chacun. Selon les données de l'Agence nationale de la météorologie, en l'espace de 30 ans, N'Djamena a connu plusieurs inondations. Ceci est dû au changement climatique, la démographie galopante et une urbanisation peu maîtrisée de la ville. À cela s'ajoutent les problèmes de planification et de gestion des eaux urbaines, l'entretien des réseaux d'évacuation des eaux, services dévolus aux municipalités qui parfois ne sont correctement assurés faute des moyens techniques et financiers. La conjonction de tous ces facteurs laisse mitiger l'espoir d'une bonne résolution de la problématique d'inondation dans la ville de N'Djamena. À défaut d'une solution globale, les résolutions partielles sont indispensables à court terme, ce qui permettrait d'éviter les prochaines catastrophes d'une telle envergure. Tout de même, une ville durable, suivant l'optique de la vision 2030, le Tchad que nous voulons, est possible.